Ensuite de tout ça, donc Pierre Mailloux, le Perceval. Des exemples concrets. Hein. Perceval, on rappelle, un personnage des légendes arthuriennes qui part seul à la quête du Graal, qui est le calice, ou tout simplement aujourd'hui on dirait un pot. Hein, le pot qui a servi à recueillir le sang du Christ après que son abdomen ait été percé par la lance d'un soldat romain for some reason. Je ne sais pas si ça a déjà été explicité pourquoi dans certaines versions de l'histoire de la crucifixion, on a un soldat romain qui s'en va percer Jesus. Et là, on aurait recueilli son sang avant de lui crisser genre un drap de lin dessus pour donner le suaire de Turin. Donc, et ce sang-là, évidemment, aurait des propriétés magiques. C'est ce que je trouve drôle, hein? C'est là où finalement la magie rejoint la foi religieuse, bien que les deux ont cherché à se dissocier le plus possible l'une de l'autre, selon, bien entendu, la volonté expresse du rojdisme. Donc, Pierre Mailloux prônait une approche pragmatique et post-ironiquement fondamentaliste pour éviter l'épivardage, qui est un terme de bon québécois. Hein? L'épivardage, c'est-à-dire se faire aller la trappe, le moulin à parole, l'épivardage inconséquent. Donc, approche pragmatique, ça le dit. Le but, c'est qu'on veut savoir de quoi qu'on parle. On veut ancrer notre propos, hein, nos propositions dans la réalité, parce que sinon, c'est juste de l'enculage de pamplemousse rose. C'est que ça peut intéresser deux intuitifs entre eux. Deux intuitifs entre eux vont jouir de se masturber intellectuellement à explorer les possibilités d'un tel et tel sujet. Mais selon moi, même pour des gens qui seraient des intuitifs assumés, c'est quand même bien de partir d'une prémisse réelle. À un moment donné, à quelque part, il faut qu'il y ait, comme on dit... Ah, désolé. Ça disait que c'était revenu, mais ça m'avait muté dans le... ça m'avait muté dans le show, en tout cas, sur la plateforme. Désolé. Donc, je vais reprendre, rapidement ce que je disais. Donc, je parlais de fondamentalisme. Donc, le fondamentalisme, à la base, c'est de faire une interprétation littérale. C'est de dire, il faut prendre tel quel ce qui a été écrit, ce qui était la perception, la représentation, le rapport au monde d'individus il y a de ça 2000, 3000, 4000 ans, et que c'est complètement absurde de vouloir procéder de cette façon-là, puisque aujourd'hui on a plus de connaissances et on a également un retour réflexif sur ce qui s'est passé à l'époque de ces gens-là, c'est-à-dire qu'on peut les voir de l'extérieur. On peut prendre un point de vue extérieur, ce qu'eux, ils n'avaient pas parce qu'ils vivaient ces événements-là, mais je mettais en garde également contre une posture purement interprétationniste, parce que ça, c'est un truc qui me fait royalement chier. Les gens qui sont constamment en train de faire des interprétations de différentes choses, que ce soit des versets religieux ou peu importe, parce que, justement, souvent, c'est toujours autocomplaisant. C'est autocomplaisant, c'est self-serving, ça va toujours dans le sens de leurs prémices, de leur billet de confirmation, de leurs préjugés. Et ils vont te dire, ah oui, mais ce verset-là, tu l'as pas bien compris. En fait, il faut l'interpréter de cette façon-là. C'est comme, gars, on va prendre à la base, on va prendre les choses telles qu'elles sont. OK, le texte, on va le remettre dans son contexte, dans son épistémé. Et après ça, on va regarder, dans le fond, comme quels sont les au pluriel, les sens, l'efflorescence sémiotique qu'on peut en tirer. Donc, j'appelle ça du fondamentalisme post-ironique. Alright. Ensuite de ça, ancrer son argument dans la réalité. Bon, ça, j'en ai parlé. C'est ici, je voulais plutôt rajouter, parce qu'il y a une dérive irrésistible vers la fiction. Et on rappellera que dans le cas particulier de la psychanalyse maillouisque, puis même pas juste maillouisque, mais la psychanalyse en général, c'est qu'on a tendance, les gens qui ont été traumatisés, qui ont des PTSD, qui ont subi des agressions, surtout dans l'enfance, à l'époque où le cerveau n'est pas complètement développé, donc ça laisse des traces mnésiques, ça cause pas des stigmates, mais ça cause des lésions cérébrales sur justement non seulement un cerveau, donc l'organe, mais également le psychisme qui est son émanation, qui n'est pas prêt pour vivre une telle douleur, hein, vivre finalement une telle frustration. Et donc, à ce moment-là, ces personnes-là, lorsqu'ils cherchent à se remémorer ces événements-là, vont souvent faire ce qu'on appelle de l'augmentation de la réalité. C'est-à-dire qu'ils vont reconstruire de façon post-traumatique, donc ils vont reconstruire à leur insu les événements d'une manière qui correspond en fait à la douleur qu'ils ont ressentie au moment où ils les ont vécus, plutôt que
ce qui s'est nécessairement passé. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu. C'est à ça. Souvent, ils ont été agressés d'une façon ou d'une autre. Il y a eu un crime. Mais ça s'est souvent pas passé comme ils le disent, ou ça n'a peut-être pas été aussi pire qu'ils le disent, puisque justement, ils parlent avec un cerveau un peu figé au moment où ils ont vécu le traumatisme, donc dans l'enfance. Et également, bon, je parlais aussi d'autocomplaisance par rapport à l'interprétation des versets religieux. Donc, il y a des gens qui appartiennent à des sectes. Et dans les sectes, il y a des dogmes. Et il faut adhérer à ces dogmes-là, sinon on est pas bon, comme dirait encore une fois Rasmussen et à peu près tous les XNTJ de ce monde. On est des impertinents, on est des ratés. Et donc, pour adhérer au dogme, il faut reprendre des interprétations qui tendent à dériver vers la fiction. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une interprétation dogmatique figée dans le temps tend irrésistiblement à dériver vers la fiction? C'est parce que le monde change! Oui! Ben oui! Le monde se transforme continuellement. Donc, on ne peut pas toujours rester stock plutôt sur nos positions. Trois des montagnes ici qui dit « L'erreur souvent faite dans l'interprétation de livres datant de plusieurs milliers d'années est d'oublier que le vocabulaire de l'époque était beaucoup plus restreint et nécessitait plus de métaphores. » Très bon point. Et de façon asymétrique, mais quand même similaire, c'est un petit peu tout le travail de Heidegger en philosophie lorsque lui, il disait « Il faut retourner à l'origine du sens des mots. » Et ça, c'est vraiment un truc d'intello, ok? Vraiment, vraiment un truc d'intello, perdu dans ses livres, un petit peu déconnecté de la réalité, un truc même plus de philologue que de philosophe. C'est vrai que Heidegger avait été influencé par Nietzsche. Nietzsche qui avait une formation en philologie. La philologie, dans le fond, c'est tout simplement l'étude de l'évolution des langues. C'est une discipline qui n'existe plus vraiment au niveau universitaire, sauf erreur de ma part. Et donc, Heidegger, par exemple, prenait le terme de vérité et il disait, à l'époque, l'étymologie de vérité, ça voulait dire le dévoilement. Ce qui était dévoilé. Et là, il faisait toute une interprétation philosophique par rapport au fait que le sens des mots avait été dévoyé. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de sens fondamental d'un mot. Comme dit Troll des montagnes, on employait le terme de dévoilement à l'époque des Grecs anciens pour parler de ce qu'aujourd'hui on appelle la vérité, parce que l'épistémé à l'époque, donc l'étendue de nos connaissances, nos possibilités d'expression cognitivo-linguistique faisait que c'était comme ça qu'on arrivait à se représenter une chose qui aujourd'hui a évolué sémantiquement parce qu'on a accès à plus d'informations tout simplement. Cela étant dit, une take intéressante de Grok par rapport à Mayou, je trouve ça bon, j'ai envie de vous la lire. Mayou critiquait souvent ce qu'il appelait la pensée magique, notamment dans ses commentaires sur le développement cognitif des enfants ou sur certains comportements sociaux. Il associait la pensée concrète à une étape le plus avancée du développement intellectuel, un peu comme la provocation, hein, dans le même ordre que la provocation d'idées, capable de faire des liens logiques et pratiques. Dans une chronique radiophonique, il expliquait que la pensée concrète, par opposition à la pensée magique, permet de comprendre des relations de cause à effet, hein, la base de la démarche scientifique, comme une allumette peut mettre le feu. Les exemples concrets servaient donc à ancrer ses arguments dans une logique qu'il jugeait plus rationnelle. C'est le principe même que la carte n'est pas le territoire. Dans le sens que, et ça avait été très, très clairement explicité par Ayn Rand dans l'introduction à l'épistémologie objectiviste, n'allez pas croire que vous pouvez faire de la science à partir de concepts, de la science à partir d'idées. C'est de l'enculage de pamplemousse rose. À la base de chaque idée valide, chaque idée utile, il y a un concrete en anglais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de concret. Une idée doit être ancrée dans le territoire pour faire du sens. D'où l'importance de convoquer les exemples concrets lorsque on veut faire, comme disait Kant, hein, de la science. Il avait écrit un livre qui s'appelait Prolégomène, finalement, à toute philosophie qui se veut scientifique. Donc, les exemples concrets pourraient être considérés comme un prolégomène à tout houdonitisme qui se veut réaliste, qui se veut scientifique. Podcast qui veut tout savoir, avec sa némésis dont le rire fait trembler les étoiles. Présenté par Mr. Honk
Lord Goosefinger. Faites vos recherches.